Bonjour et bienvenue dans la pause décoloniale. Aujourd'hui, c'est une émission débrief. C'est comme ça que l'on a décidé d'intituler les éditions spéciales où l'équipe de la pause décoloniale fait le point sur les éditions thématiques déjà diffusées. Une façon de rappeler la ligne éditoriale de la pause décoloniale en vous donnant notamment un aperçu des coulisses de l'émission. Je suis Roselyne Macadou, ou Rosie, fondatrice de l'émission La pause décoloniale. Et pour celles et ceux qui nous suivent, j'ai eu l'occasion dans notre émission du 7 avril d'expliquer les motivations, les objectifs de la pause décoloniale, une émission féministe, une émission décoloniale, une émission où les femmes de Kanaki Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs abordent le pays sous un autre regard. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire cette émission de débrief en compagnie de deux contributrices de la pause décoloniale. Je les laisse se présenter elles-mêmes à l'appui de l'outil pédagogique des Séméa.Lawaro, la flèche, un outil élaboré par Florenda Nirikani et son compagnon Jean-Philippe Chibaou, grand frère de Yendani, Nyehen de la région Outmawa, artiste militant de renommée qui nous a quittés le 5 juin 2022. Paix à son âme, Yo, et merci pour ton travail pour le pays. Tout de suite, la présentation des chroniqueuses avec la flèche de notre première contributrice. Alors, dans le premier cercle, pour l'exercice de la flèche, il faut mettre un événement ou une action dont on est fier. Personnellement, j'ai choisi un événement qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, où j'ai pu établir très clairement une limite concernant ce que j'acceptais ou pas dans ma vie. Et j'ai pu le faire de façon très ancrée, de façon très alignée et de façon très respectueuse et de façon très calme. Donc, pas du tout embourbée dans les émotions. Ça, c'est ma fierté. On va dire que c'est une fierté, ma dernière fierté, voilà, chronologiquement parlant. Pour le deuxième cercle, en remontant donc dans la flèche, je m'appelle Coulon Stéphanie. Je porte le nom de ma mère, qui est originaire du Vanuatu. Et voilà. Et quant au troisième cercle, il s'agit de sa ligne de conduite que que l'on veut adopter de façon quotidienne et en faire presque son identité. Je pense que, en tout cas pour ma ligne de conduite, j'essaye d'être alignée à un maximum sur ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis et d'être ce que vous voyez, c'est ce que vous avez, quoi, en gros. Je pense que mon gros défi actuellement, là, c'est de faire ce que je dis C'est et de plus dire ce que je fais. authentique. Mhm. Voilà. Très bien, Voilà. Ça a Stéphanie été une Coulon. présentation très rapide. Mais c'est ta présentation. Alors, on passe à notre deuxième contributrice. Oui, bonjour. Alors, moi, dans le premier cercle, ce que je suis fière d'avoir réalisé dans ma vie, j'avais mis c'est le chemin que j'ai parcouru mentalement et politiquement. C'est-à-dire que je viens d'une famille et de cercles plutôt loyalistes. J'ai pas eu une éducation politique, ni une éducation par rapport à l'histoire du pays, que ce soit ni à la maison ni à l'école, comme je pense beaucoup de personnes au pays. Donc c'est-à-dire que quand j'ai pu voter pour la première fois, j'ai voté ce que ma mère votait parce que c'était juste comme ça. Quand on est entouré de personnes qui pensent la même chose, on se pose pas de questions et c'est un peu comme l'air qu'on respire. Et donc quand je suis partie du pays pour continuer mes études, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions, à me renseigner et que j'ai développé un esprit critique de par mes études, mais aussi une volonté personnelle d'en savoir plus sur l'histoire politique du pays et de la région Pacifique et de mon rapport à mon pays. Et en faisant ça, j'ai développé ma propre imagination politique, indépendante de celle des milieux dans lesquels j'ai évolué. Et donc aujourd'hui, je suis assez fière de ce cheminement-là et d'avoir pu éveiller ma conscience, mais aussi je suis fière que ma mère soit fière de moi, malgré le fait qu'on ait des positionnements politiques très différents, parce que c'est la première à parler avec fierté de mon parcours, malgré nos positionnements politiques différents, et aussi parce que malgré ça aussi, c'est aussi grâce à ma famille et à mes parents que j'ai pu développer cet esprit critique et faire mon propre cheminement politique. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le deuxième cercle, le nom que je porte et d'où je viens, donc je m'appelle Anaïs Duong-Pédika. Mon nom légal, c'est Anaïs Pédika, parce que Pédika, c'est le nom de mon père. Et mon nom d'usage, c'est Duong-Pédika. Donc Duong, c'est le nom de ma mère qui s'appelle Gina Duong. Ma mère, elle est métisse vietnamienne caldoche.
Elle a grandi à la maison d'enfants Antoinette Cavard à Poindimier. Donc mon nom Pedica, c'est un nom italien, car mon grand-père paternel était un immigrant italien en France. Donc mon père a travaillé quelques années au pays et dans le Pacifique, mais il était de passage. Donc c'est ma mère qui nous a élevés, ma petite sœur et moi. Et donc c'est pour ça que c'était important pour moi, même si c'est pas mon nom légal, d'inclure le nom de famille de ma mère dans le mien et me l'approprier parce que derrière ce nom vietnamien, il y a aussi toute une histoire. Donc voilà. Et ma ligne de conduite dans ma vie, dans mon travail et dans mes contributions à la pause décoloniale, c'est de rester engagée dans le partage, surtout le partage des savoirs, être à l'écoute, être curieuse et ouverte tout en restant critique. Et comme Steph le disait avant, que mon comportement et mes actions reflètent ce que je dis et ce que j'écris, voilà, dans ma vie et dans mon travail en tant que chercheuse. Voilà. Très bien, merci. Merci Anaïs. Alors, Stéphanie Coulon, Anaïs Duon-Pédica, bonjour et merci de participer à cette édition spéciale Débrief. Merci de faire partie de l'équipe de la Pause décoloniale et merci de vous être prêté à l'exercice de la flèche, cet outil pédagogique universaliste du CMEA Palawalo. Alors, vos avis sur cet outil pédagogique, c'est pas évident hein, de se présenter. C'est une question de s'ouvrir comme ça. Que vous en avez pensé quoi? Pour moi, l'exercice, il est compliqué parce que je n'aime absolument pas parler de moi. Ça Enfin, je veux s'est dire, pas dans du une tout entendu, conversation, Laurie. Oui, ça se sent. dans une conversation privée, j'ai aucun souci. Mais là, en l'occurrence, là, l'exercice, il a été compliqué pour moi parce que je n'arrive pas à me rendre vulnérable, c'est ça que je veux dire. C'est un Mm. super outil, d'ailleurs, parce que je pense que justement, c'est ce qu'il permet. Avant de te donner une identité qu'on t'a collée, donc ton nom, ton prénom et ta généalogie un petit peu, et ben, on parle de ce dont tu es le plus fier. Donc, c'est vraiment un super exercice, en fait. De parler de soi et de ses accomplissements avant de se mettre une étiquette en disant, voilà, je m'appelle machin, quoi. Donc, super exercice. Je pense que je suis pas à l'aise avec ce genre d'exercice, mais voilà. Cette Et émission puis, débrief, ça va être génial. Débrief, ça va être génial. et toi, et toi, Anaïs, qu'est-ce que tu en as pensé de cet exercice? J'avoue que quand on en avait parlé d'utiliser la flèche, au début, j'étais aussi un petit peu dubitative parce que je me disais, c'est un super outil peut-être à faire, voilà, quand on est, je pense, les CMEA Parawaro, ils utilisent ça en formation, beaucoup, mais dans des contextes différents. Et du coup, Mhm, on fait ça en petits groupes. Et du coup, et même si ça peut être adapté à plein de contextes différents, c'était un mhm. peu, ça fait peur de le faire et en sachant que ça va être à la radio et après ça sera sur YouTube. Donc on a peur, on se dit Et- attention, ce qu'on partage, ça va rester. Et puis, il ne faut pas dire de bêtises. Et puis même par rapport à notre famille, quoi. C'est un outil, moi, que je pense réutiliser dans mes propres recherches. C'est quelque chose, je voulais en parler d'ailleurs à Florenda Nirikani pour voir comment ça peut être réutilisé dans le contexte de recherche scientifique pour les chercheurs qui font des Mhm. recherches sur le pays, pour vraiment qu'ils se positionnent. Et c'est un outil que j'aurais aimé connaître tout au début de mes recherches d'ailleurs, parce que je D'accord. pense qu'il nous permet de mettre notre lien au pays en lumière. Et aussi, je trouve que ça donne de la force, parce que comme Stéphanie disait, on parle en premier de ce qui nous rend fiers, C'est mais ça. aussi de notre ligne de conduite et de nos engagements. Donc, c'est personnel et collectif à la fois. Et du coup, Mhm. on part de ce qui nous rend fort, notre fierté, et ça peut être notre parcours, notre famille, notre culture, un événement comme ce que Steph a partagé. Puis après ça, on parle de notre nom et à quoi il nous lie, à quoi et qui il nous lie. Et c'est sur ça, ces deux choses-là, que repose et où on puise la force pour nos responsabilités et notre ligne de conduite. Donc, je trouve que c'est super bien fait. Et pour moi aussi, ça met en évidence comment la colonisation a impacté nos histoires personnelles et celles du pays. Parce que, par exemple, là, on ne l'a pas fait, mais sur la feuille que les CMEA utilisent, en haut à gauche, il y a marqué surnom ou nom dans ma langue. Il y a aussi marqué Mhm. comment mes ancêtres nommaient leurs aires, enfin leur territoire, ou en parlaient. Du coup, moi, en tant que non-kanak, par exemple, je n'ai qu'une langue, c'est le français, Mhm. car ma mère, elle n'a pas de parents. Du coup, sa langue maternelle, c'est la langue de la maison d'enfants, puis c'était le Mhm. français. Et je ne sais rien de mes ancêtres maternels,
Et en fait, c'est cette ignorance-là, elle est en quelque sorte, mise en évidence par cet exercice-là et c'est Mmh. une douleur, mais en même temps, c'est important parce que ça te permet aussi une prise de conscience, voilà, de ton histoire par rapport à l'histoire du pays, quoi et à la colonisation. Mmh. Ouais. Moi, j'avoue que je l'ai abordé un peu plus comme une photographie de là où j'en suis maintenant, plutôt que quelque chose d'intemporel. Parce que je pense que si je refais cet exercice dans 6 mois, je dirais encore autre chose, hein. Ne serait-ce qu'au Mmh. niveau des Mmh. fiertés. Je pense que le deuxième cercle, lui, ne changera pas. Peut-être s'étoffera un petit peu, mais c'est vrai que j'ai abordé l'exercice là comme une photographie. Alors, vous faites toutes 2 partie de l'équipe de la pause décoloniale depuis le début de l'aventure, donc depuis la première édition, du 24 février. Pourquoi avez-vous accepté ou avez-vous souhaité faire partie de l'aventure? Qu'est-ce qui a particulièrement suscité votre intérêt pour ce projet? Je peux commencer peut-être? Moi, Vas-y, Anaïs. c'est vous, Rosie, qui m'avez contactée, sur les réseaux sociaux pour me demander si je serais intéressée par faire une chronique. C'est Heu, vrai. mais avant que vous me contactiez, j'avais déjà vu la page Facebook, j'avais lu et je la suivais et j'étais déjà super intéressée, mais je sais pas, j'avais vu que vous cherchiez des contributrices, contributeurs, Mmh. mais je sais pas pourquoi je m'étais pas considérée comme, quelqu'un qui avait quelque chose à contribuer ou partager. Du coup, quand on m'avait contactée, j'étais vraiment contente, j'en ai beaucoup parlé autour de moi. J'étais fière. J'étais fière parce que, bah, moi, ça fait longtemps que j'habite à l'étranger. Donc quand on est à l'étranger, on Tu est habites en Finlande, hein, on le rappelle, Anaïs, hein? voilà, j'habite en Finlande et avant ça, j'habitais en Angleterre. Je suis partie pour faire mes Mmh. études et là, je suis toujours en doctorat et je travaille aussi, ça fait 12 ans que j'habite en Europe, entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Quand on habite à l'étranger, on essaie de garder un lien, avec le pays et des fois, c'est difficile. Quand vous m'aviez contactée, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur parce que je me suis sentie validée en quelque sorte, que je lis beaucoup et je crois que vous me connaissiez parce que vous avez vu que je partage des fois mes opinions sur des livres, mais j'avais pas l'impression que ça ça touchait beaucoup de monde. Oui, 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 mais complètement, c'est exactement pour ça que je vous ai contacté. Voilà et je me suis sentie validée. Je me suis dit: «Bon, bah, en fait, ça peut intéresser des gens, ce que je lis et ce que je partage». Donc j'étais fière de pouvoir participer, donc j'ai tout de suite dit «oui». Ce qui a particulièrement suscité mon intérêt pour le projet, enfin, quand j'avais lu la description sur Facebook, c'est que ça soulignait vraiment que c'était un projet politique, en fait. Que c'était un projet, sur les femmes, que c'était décolonial, que ça mettait les femmes au centre mais que c'était un projet qui allait pas avoir peur de parler des questions qui peut-être peuvent fâcher au pays et rien que le nom, la pause décoloniale, je trouvais que c'était très radical, en fait, par rapport aux différents discours et projets qu'il y a, au pays, quand il s'agit des femmes. Donc j'ai pas vu énormément au pays de projets comme ça qui sont aussi, politiques et politisés par rapport Mmh. aux femmes. Donc c'est ça qui m'a attirée, c'est pour ça que j'ai tout de suite dit oui. Voilà. Oh, super. Et vous, Stéphanie? Moi, c'est moi qui ai fait la démarche, pour le coup, là, de, C'est de ça? vouloir Oui. participer à l'émission et d'être intégrée à l'équipe. Clairement, c'est le poste du 8 février. Quand j'ai lu femmes et décolonisation, ça a tilté dans ma tête, mais en fait, c'est plus qu'un tilt, ça a été enfin, une lumière qui s'est allumée. Je me suis dit, ah, je veux en être parce que je pense que justement, il y aura des réflexions intéressantes et j'ai envie d'en être. Au niveau de la contribution, je me disais, bon, je touche un petit peu l'audio, donc je peux éventuellement me squeezer sur ce créneau-là de la technique et du montage, etc. Apporter mon point de vue, somme toute très modeste sur le féminisme, etc. Mais j'ai vraiment voulu en être parce que pareil, ça m'a tout de suite parlé. Et pareil, le nom, la pause décoloniale, je me suis dit, mais oui, mais c'est ça, quoi. On est en 2022, il est temps, en fait. Je Il pense est temps. qu'il est temps de faire ce travail-là au final, quoi. D'en parler, ne serait-ce que ça. Alors, nous co-construisons chaque édition de l'émission. Les filles, nous sommes quasiment tous les jours en contact, hein, pour faire, ne serait-ce que de la veille sur des sujets intéressants de près ou de loin la ligne éditoriale de l'émission. On ajuste notre calendrier des éditions, on suit, l'avancement
de la production de nos éditions, donc de la prise de contact avec nos invités à la livraison des éditions à la radio ou leur publication sur nos différents sites de diffusion, c'est-à-dire YouTube, SoundCloud, le site Présence Canac. Donc, pour nos auditeurs, nos auditrices, on peut peut-être brièvement leur parler de tout ce travail de back-office. Alors Stéphanie, on a découvert ta voix dans l'émission avec, les micro-trottoirs des premières éditions. Vous m'avez aussi interviewée lors de notre première émission Débrief. Vous jouez également un rôle important, j'ai envie de dire, technique dans la production de nos éditions. Est-ce que vous pouvez, nous en parler un peu? Alors, pour parler de mon rôle, plus précisément justement dans l'équipe de la pause décoloniale, C'est ça. merci de la question déjà. On va dire que j'ai le rôle de, en gros, chargé de production, donc enfin et plutôt technique d'ailleurs. Donc, par exemple, on a eu des interviews qu'on a fait en présentiel avec Rosie, donc j'arrive avec mon matériel et mes petits micros, Mmh. mes enregistreurs, mon ordi, mes casques et cetera. Je m'assure que la qualité sonore soit, potable pour Mmh. une diffusion en radio et ensuite une diffusion sur le web. Je participe, aux discussions. Voilà, c'est vrai, on est vraiment tous les jours en contact parce que tout est sujet à réflexion, tout nous parle pour éventuellement faire d'autres émissions parce que si peut-être au début on s'était dit purée, ça va être. On avait un petit peu peur quant au sujet de nos émissions et comment remplir notre calendrier de diffusion. En fait, on s'est très vite rendu compte que finalement, un an de diffusion à raison de 2 émissions par mois, finalement, ça va faire short. C'est Parce ça. qu'on Mmh. a des émissions programmées jusque, pratiquement la fin de l'année, en fait. Donc, moi, pour mon rôle précisément, j'avoue qu'une de nos forces, c'est quand même que voilà, on communique beaucoup, que tous les points de vue sont pris en compte et que les invités sont de très, très haute volée. Moi, dans mon petit rôle, j'essaye justement que, techniquement, en tout cas, ce soit, que le message passe de la meilleure façon possible. On va dire ça comme ça. Pour les montages aussi, enfin bon, bref. Voilà, c'est vraiment le travail de l'audio et de la production audio où je suis le plus sollicitée. Et Anaïs, on vous a connue quant à vous dès la deuxième édition, lorsque vous nous avez présenté l'œuvre de Françoise Vergès, Une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste de la protection. Donc, vous êtes notre chroniqueuse littéraire, la voix de la chronique La lecture d'Anaïs, que vous réalisez depuis la Finlande, du coup, où vous y effectuez vos études. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette chronique, des œuvres que vous choisissez de nous faire découvrir? Alors déjà, je voudrais reprendre ce que Stéphanie disait parce que je pense aussi que la force de ce qu'on fait, de notre travail, c'est que c'est très collaboratif et c'est collectif. Et puis je trouve qu'on se complète aussi parce que moi, j'ai aucun savoir et aucune expérience dans le son ou dans la radio ou dans quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'au début, je disais que Rosie et Stéphanie, vous avez des voix pour la radio. Vous faites ça vraiment de manière très professionnelle et alors moi, j'apprends beaucoup en vous lisant et je pose souvent des questions. Je dis toujours: «J'ai une question bête à poser» parce que c'est pas du tout Alors qu'elles mon sont jamais domaine. bêtes. Oui, il y a pas de question bête. Alors moi, de mon côté, je me rappelle quand Rosie, vous m'aviez contactée, j'avais tout de suite posé des questions parce que je voulais savoir quel type de littérature, vous intéressait pour la pause décoloniale et je me souviens que les questions que j'avais posées, c'était: «Qu'est-ce que vous voulez dire par décolonial et décolonisation? Est-ce qu'on parle que d'indépendance ou on ouvre ou c'est plus ouvert? Est-ce que vous êtes intéressé par, que des auteurs femmes ou vous êtes ouvert à d'autres, auteurs?» Quelles approches? Et je me souviens, Rosie, vous m'aviez dit: «Ah, j'aime bien ces questions». Donc on était déjà un petit peu sur la même longueur d'onde déjà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais de la veille sur les livres qui sortent et qui conviennent à la ligne éditoriale de l'émission. C'est des livres que je lis de toute manière, hein, même si c'était pas pour l'émission. Donc je partage mes lectures, je les sélectionne, je les lis et je fais des résumés, pour vous, les auditrices et les auditeurs. Donc moi, ce que j'ai décidé après, la conversation qu'on avait eue
avec Rosie, c'est de me focaliser plus sur ce que j'appelle la non-fiction. C'est-à-dire que c'est pas des romans, c'est Mhm. souvent des recherches ou des expériences personnelles, des réflexions, des essais. Je priorise des auteurs, pour l'instant femmes, mais on n'est pas forcément fermé à avoir dans le futur des auteurs qui ne sont pas des femmes ou qui ne s'identifient pas comme des femmes et qui vont avoir des approches anticoloniales, décoloniales, antiracistes et ou anticapitalistes au féminisme. Donc c'est ça, moi, que je regarde surtout. Bon, même si pour l'instant, ce n'est pas des romans, mais je ne suis pas non plus fermée dans le futur pour présenter des romans. Et la plupart de ces ouvrages, ce sont aussi, ce sont pas des auteurs locaux. Donc, suite à notre discussion, j'ai décidé de sélectionner des livres que j'appelle non-fiction, c'est-à-dire que ce ne sont pas des romans, ce sont des essais, des livres écrits par des chercheurs, chercheuses, des militants, militantes, souvent donc des femmes pour le moment, qui vont avoir des approches anticoloniales, décoloniales, antiracistes et anticapitalistes du féminisme. Ensuite, peut-être que dans le futur, on pourrait présenter des romans aussi. Et pour l'instant, les livres que j'ai sélectionnés sont des livres francophones. Mais c'est vrai que dans le milieu de la littérature anglophone, il y a quand même beaucoup plus de choix. Donc, j'aimerais bien, dans les mois à venir, vous présenter aussi des livres en anglais et traduire quelques passages parce que je pense que ça peut être bénéfique pour l'émission. Et le but de la chronique, c'est d'éveiller les consciences et de stimuler les imaginaires politiques de nos auditrices et de nos auditeurs. Le but étant, au final, que les gens se l'approprient, s'approprient les savoirs du livre, parce qu'en 10 minutes, tu ne peux pas aller dans le détail de l'argumentaire de tout un ouvrage. Le but, c'est juste que les auditrices et les auditeurs se disent « Ah tiens, c'est intéressant, j'aimerais bien lire sur ce sujet » et se procurent le livre, elles et eux-mêmes, et s'approprient ces savoirs dans leur vie pratique de tous les jours et dans notre contexte pays. Le problème qui s'est présenté, dont on a parlé ensemble, toutes les trois, c'est qu'on a remarqué que beaucoup des livres que je présente dans la chronique ou que je compte présenter dans le futur ne sont pas disponibles en bibliothèque, en médiathèque ou en librairie. Donc, ils sont ni disponibles à l'achat ni à l'emprunt au pays. Donc, c'est quelque chose sur lequel on aimerait peut-être travailler dans le futur. C'est une observation qui nous interroge. Pourquoi n'y a-t-il pas d'écrit de féminisme radical disponible au pays? Qu'est-ce que ça nous dit sur le pays et en quoi cela contribue-t-il à nous atrophier un peu intellectuellement, si on peut dire, et politiquement, le fait qu'il n'y ait pas cette offre littéraire. Donc, c'est des questions que moi, je me pose suite à la chronique. Voilà. Stéphanie, les objectifs de l'émission, c'est éveiller les consciences, comme le dit aussi Anaïs pour la chronique. Tu es d'accord avec ça? Oui, d'éveiller les consciences, clairement. On le dit souvent, ça fait un petit peu expression bateau qu'on répète à l'envi, mais elle est vraie. Et dans le cadre de l'émission, c'est vraiment le focus. Il ne s'agit pas de pointer du doigt, il ne s'agit pas d'accuser, il ne s'agit pas de juger, mais de présenter des situations. On pose des réflexions qui sont nécessaires en 2022. Je pense que vraiment, il est temps. Vous avez déjà eu toutes les deux des retours d'auditeurs, d'auditrices qui nous suivent? Alors oui, j'ai pas mal de retours. J'ai eu pas mal de retours et assez rapidement, notamment des personnes que j'avais interrogées en micro-trottoir ou celles qu'on interviewe de façon régulière. Dans mon cercle d'amis, pas mal de bons retours justement en disant en fait la pause décoloniale, c'est un petit peu l'émission qu'on n'attendait pas mais qu'on avait besoin. C'est un peu ça qui ressort des réflexions que moi j'ai en retour. Oui, moi, juste pour vous partager, j'ai un président d'un syndicat qui m'a écrit pour nous féliciter en fait de l'émission et qui a clairement dit que ça participait concrètement à l'éveil des consciences et que c'était vraiment un besoin, notamment dans la période actuelle, cette période de transition. Donc une émission, on va dire, qui tombe à pic. Bah, c'est cool d'avoir ce genre de retour parce que, Oui, complètement. déjà, ça fait plaisir de savoir qu'on est entendu. Donc, que ce soit en radio ou via notre chaîne YouTube, rien que ça, déjà, d'être entendu, c'est toujours agréable. Et puis, en plus, voilà, quand on a des retours qui nous disent Ah, bah, c'était super la réflexion, j'y avais pas pensé, ou
qui nous disent que ça a ouvert une fenêtre, en tout cas sur un aspect auquel les personnes n'avaient pas pensé. Voilà, il est là, la mission, elle est accomplie quand on a ce genre de retour, quoi. Et je voudrais aussi revenir sur les chroniques littéraires d'Anaïs, puisque Oui. j'ai eu aussi beaucoup de retours sur ces chroniques, sur vos chroniques, Anaïs. Et donc, on les met en valeur sur YouTube où elles sont Mhm. isolées, on va dire ça comme ça. Et par exemple, celle de Bell Hooks, elle a eu un succès fou. En tout cas, Anaïs a mis Bell Hooks dans la réflexion de beaucoup de monde autour de moi, du coup. Ben, ça me fait très plaisir d'entendre ça, Steph. J'ai aussi eu des retours sur une des chroniques de Bell Hooks sur la volonté de changer, sur les hommes et l'amour. Pareil, aussi une personne qui m'a dit qu'elle aimerait bien lire le livre. Et ça me fait vraiment plaisir parce que Bell Hooks, c'est une penseuse qui a vraiment marqué le féminisme. Et ça s'est senti quand elle est décédée récemment à tous les blogs qui ont été écrits sur elle et sur comment elle avait vraiment influencé beaucoup de militantes et féministes. Donc, et je suis contente de l'amener au pays parce que vraiment, même si elle écrit dans un contexte qui est complètement différent, elle a vraiment une manière d'analyser, de penser et d'amener les choses qui est assez ouverte et qui permet de vraiment faire beaucoup de liens avec notamment le pays, mais plein d'autres espaces géopolitiques. Donc, ça me fait plaisir d'entendre ça. Justement, en parlant de féminisme, quelle définition donnez-vous toutes deux au féminisme? Du coup, pour continuer sur Bell Hooks, dans ses livres De la marge au centre, théorie féministe et Tout le monde peut être féministe, Bell Hooks propose une définition qui est très simple du féminisme. Elle écrit: le Mhm. féminisme est un mouvement pour mettre fin au sexisme, à l'exploitation sexiste et à l'oppression. Fin de citation. Et moi, c'est une citation qui me va très bien parce qu'elle est simple, mais en même temps, elle est assez ouverte parce qu'elle parle d'oppression de manière générale. Donc, Mhm. quand on parle d'oppression de manière générale, ça veut dire que on ne parle pas que d'oppression de genre ou sexuelle. Mhm. Mhm. C'est ouvert aussi à d'autres choses. Donc, Tu partages aussi cette définition du Ah, féminisme? complètement, complètement, complètement. Je me rappelle d'une conversation qu'on a eue aussi avec vous, Rosie, où vous me posiez la question de savoir si j'étais féministe. Et j'ai dit oui, je me considérerais toujours, tant qu'il y aura des féminicides, je serai Oui, féministe. c'est ça. Ouais. C'était, Et moi, c'était, j'avais c'était, répondu c'était ce non, que je j'avais sais pas. dit. Ben oui, non, mais je ne peux que partager cet avis, cette définition avec Anaïs, bien sûr. Avec Anaïs. Et du coup, quel lien vous faites entre le féminisme et la décolonisation? Déjà pour vous, c'est quoi la décolonisation? Pour la décolonisation, je n'ai pas de définition académique pour le coup, au-delà du sens politique d'ailleurs que ce terme possède. Pour moi, il s'agit surtout de casser le moule et les barrières mentales dans lesquelles on vit. Pour moi, c'est ce qu'on exprime quand on dit décoloniser les esprits. Juste un exemple qu'on a déjà utilisé dans l'émission, dans la pause décoloniale, les standards de beauté. Ben, aujourd'hui, dans notre société, en fait, les critères de beauté standards, on va dire, ils sont alignés sur la beauté blanche. Donc, nez fin, yeux clairs, cheveux lisses, peau claire. Et justement, décoloniser les esprits, pardon, c'est peut-être exposer plus de modèles racisés, on va dire ça comme ça, dans les magazines, par exemple. Enfin, le tout, Mmh. en fait, c'est de déjà commencer par éduquer nos enfants et leur dire ils sont beaux, quoi. Et qu'ils se sentent représentés, bah, ce serait déjà pas mal. Dans la décolonisation, il y a aussi beaucoup, je prends des exemples, hein, mais la langue, par exemple. Il n'y a pas très longtemps, je suis tombée sur un post d'une jeune femme que j'avais interviewée il y a quelques années. Son post est public, donc on peut le retrouver. Mais en gros, quand je l'avais interviewée, elle parlait d'insécurité linguistique. Donc en fait, l'insécurité linguistique, c'est une impression, une croyance ou un sentiment que la variété de la langue qu'on utilise ou la façon dont on parle n'est pas légitime ou valorisée par la société. Et donc en fait, son post à cette jeune femme, c'était un coup de gueule face à des gens qui avaient fait des remarques sur le niveau de français d'un candidat aux législatives, un candidat Mmh. foutounien aux législatives. Donc voilà, il faisait des fautes de français, enfin bon. Et donc elle disait, mais en fait, pour le coup, je vais la citer, guillemets, arrêtez d'allier systématiquement l'intelligence à la maîtrise de la langue française ou au diplôme. Ce n'est pas ça. La Mmh. personne qui sait planter son tarot est très intelligente. Fin de citation. Donc ici, on parle de foutounia, mais en fait, on peut transposer ça ici aussi et dans tous les pays avec des langues autochtones et tous les pays qui essayent surtout d'effacer ces langues-là.
Le fait de faire équivaloir la maîtrise du français avec l'intelligence, ça découle clairement d'une pensée colonialiste. Et effacer une langue, en fait, c'est important, je pense, dans un cadre colonial, parce que maîtriser sa langue, c'est posséder les clés de sa culture. Et posséder les clés de sa culture, c'est la faire vivre et la faire perdurer. La décolonisation, elle implique aussi tout ça pour continuer avec la langue et finir, en fait, juste un exemple que j'ai adoré. Récemment, en Nouvelle-Zélande, il y a eu la sortie du Roi Lion, donc une ressortie du Roi Lion, doublée en Tereo Maori. Donc Waouh! voilà, j'ai trouvé ça absolument génial et je me suis dit, mais on imagine ici le Roi Lion, je sais pas, doublé en Emi ou en Iai. Et alors là, peut-être que vous vous dites, mais pourquoi faire? Et, ben, et pour le coup, si vous vous posez cette question, je vous invite vraiment à observer cette barrière mentale, juste à l'observer, hein, pas encore à la lever, mais et se demander mais pourquoi pas en fait. Et je trouve que c'est là que commence vraiment le long chemin de la décolonisation, clairement, des esprits. La décolonisation, pour moi, c'est plus compliqué, surtout que les définitions, elles dépendent beaucoup des espaces dans lesquels on se trouve. Donc, par exemple, moi, ça fait 12 ans que j'habite en Europe avec quelques séjours en Amérique du Nord. Et en Europe, on utilise décoloniser un peu pour tout. Donc, il faut décoloniser l'école, il faut décoloniser l'université, il faut décoloniser le musée, il faut même décoloniser l'Europe. Et ça peut vouloir dire plein de choses différentes. Pour certains, quand on parle de décoloniser l'université, ça veut dire remplacer les vieux hommes blancs qu'on étudie très très souvent par des penseurs et des penseuses, des écrivains et des écrivaines autochtones racisés des Suds. Et pour d'autres, Mhm. ça peut vouloir dire qu'on doit revoir complètement notre façon d'enseigner. Par exemple, qu'il faut qu'on trouble l'autorité des enseignants qu'on comprend comme sachants et les élèves qu'on apprend comme apprenants, qu'on comprend comme apprenants. C'est-à-dire que les élèves, ils peuvent aussi des fois savoir mieux que leurs enseignants sur certains sujets. Des fois, décoloniser l'université, ça veut dire qu'il faut qu'on change la façon d'évaluer ou peut-être même qu'on n'évalue plus. Il faut qu'on présente des alternatives aux récits dominants européens, de la grandeur de l'Europe, qu'on propose d'autres langues d'enseignement, qu'on parle de colonisation, d'esclavagisme, qu'on mette d'autres Mhm. civilisations sur un pied d'égalité. Ça peut vouloir dire plein de choses. Et par rapport à cette observation que maintenant on peut utiliser décolonisation un peu pour tout, Eve Tuck, qui est une chercheuse autochtone, et Kewen Yang, sont tous deux basés à Turtle Island. Turtle Island, c'est le nom autochtone pour l'Amérique du Nord. Ils ont écrit un Mhm. article qui s'appelle Decolonization is not metaphor. La décolonisation n'est pas une métaphore. Et dans cet article, il et elle soulignent notamment que quand le mot décolonisation est utilisé comme tel, le mot devient un peu un fourre-tout qui veut tout dire et rien Mhm. dire à la fois. Que dans un contexte de colonisation de peuplement, comme c'est le cas aux États-Unis et au Canada, par exemple, la décolonisation doit prendre en compte la terre à travers la restitution des terres, mais aussi qui dit terre dit aussi langue autochtone attachée à ces terres, rapport au monde, pratique. Voilà, il y a toutes ces questions-là auxquelles il faut penser quand on est dans un contexte de colonie de peuplement. Ce Ensuite, qui est notre cas ici. voilà exactement ce qui est le cas ici. Donc, ça demande à ce qu'on pense à la Terre. Voilà, dans le cadre de décoloniser l'université, par exemple, il y a plusieurs conversations qui se passent à Turtle Island sur quel territoire sont construites les universités. Qui a construit ces universités? Avec quelles richesses ont été construites les universités? C'est des richesses liées à l'esclavagisme, des richesses qui sont liées à l'appropriation de terres autochtones, parce que le capital, l'argent n'existe pas sans les terres. Et les terres, elles sont nécessaires à l'accumulation de capital. Mhm. Comment toutes ces choses-là sont liées? Donc ça, c'est important dans un contexte de colonisation de peuplement. Et ensuite, la décolonisation, j'y ai beaucoup réfléchi après avoir lu les travaux de Tracy Banivanouamar, qui était une historienne d'origine fidjienne, chinoise et anglaise, Fidji. notamment son livre Decolonization and the Pacific, donc la décolonisation et le Pacifique, qui malheureusement n'a pas encore été traduit en français, mais où elle fait la différence entre la décolonisation politique, donc c'est lié aux indépendances à travers des processus formels de décolonisation qui sont reconnus internationalement et qui sont menés par des mouvements anticoloniaux pour la souveraineté. C'est ce qui se passe ici, notamment après l'accord de Nouméa, le processus dans lequel... Mhm. Mais donc, elle parle de décolonisation politique, mais surtout aussi de la décolonisation de l'esprit. Et dans ce livre-là, ce qui est super intéressant, c'est qu'elle parle de culture de décolonisation dans le Pacifique qui étaient et qui sont basées sur un cadre d'échange, d'enrichissement et d'énergie qui caractérise l'accessibilité à des idées, qui lie les réseaux autochtones de décolonisation entre eux à travers des actions de manifestation, des actions artistiques, littéraires, des pétitions écrites et orales, des discours, des articles, etc. Et tout ça, ça donne vie à de nouvelles visions politiques et économiques qui viennent nourrir un réseau mondial
contre-impérialiste. Ça se fait à travers la prise de conscience, notamment une prise de conscience du fait que nous sommes tous connectés dans nos existences. Et ça c'est lié un petit peu aussi à ce que Jean-Marie Tjibaou disait par rapport aux interdépendances. Elle donne notamment l'exemple de la radio qui était et qui est un des moyens par lesquels les gens communiquaient et maintenaient des relations à travers la musique et les informations anti-impérialistes qui étaient partagées pendant la période des décolonisations. Donc pour elle, les technologies coloniales et post-coloniales de la mondialisation ont été utilisées comme des moyens pour aller au-delà des frontières physiques, mais aussi intellectuelles par les mouvements et les personnes autochtones du Pacifique pour rendre le Pacifique autochtone, pour qu'il devienne un espace intégré et connecté dans la région ainsi qu'internationalement, plutôt qu'un espace en isolation. Voilà. Ce n'est pas des îles loin de tout, mais c'est un espace politique qui est connecté à des réseaux anticoloniaux mondiaux. Donc elle montre comment plusieurs de ces mouvements et de ces personnes-là étaient en contact, se sont rencontrés en voyageant d'île en île, mais se sont rencontrés aussi par exemple aux Nations Unies, ont écrit des journaux ensemble, ont été à la radio. Donc, et tout ça, ça fait partie aussi de cette décolonisation mentale. Et je pense que la pause décoloniale rentre dans ce schéma-là. Nous, on utilise la radio, mais aussi les réseaux sociaux pour créer des liens entre nous, contributrices, mais aussi avec des militantes, des chercheuses, des femmes qui sont dans le milieu associatif ou politique, que ce soit au pays ou à l'étranger. Et c'est la même chose pour les chroniques littéraires. On fait du lien avec d'autres contextes et luttes historiques et politiques, parce que la majorité des livres que je présente, ce sont des livres qui sont écrits dans des contextes autres que le nôtre, mais où on essaie de faire des liens et de stimuler notre imagination politique. Et ça, ces liens qu'on fait, ça nous ancre dans ce réseau international contre-impérialiste. Voilà. Et en parlant de lien, justement, c'est quoi quel lien vous faites entre le féminisme et la décolonisation? Je pense que la décolonisation ne sera pas sans le féminisme, dans le sens où la colonisation, elle fait quand même la part belle à une vision patriarcale de la société. Et justement, le féminisme vient bousculer tout ça. Comme si on continue sur la définition de Bell Hooks qu'on avait donnée, si on est d'accord sur le fait que le féminisme, c'est un mouvement qui vise à mettre fin au sexisme, mais aussi à l'oppression de manière générale. Et donc, on comprend que les femmes et les hommes ne sont jamais touchés que par le fait d'être des femmes et des hommes. Donc, les individus, ils ont aussi des expériences qui sont liées à leur classe sociale, leur groupe dit racial ou ethnique, à leur culture, à l'handicap, etc. Ça va de soi que le féminisme doit aussi combattre l'impérialisme et le colonialisme. Et en soi, le féminisme, donc une pratique féministe ou une théorie féministe, mais une théorie, ça ne veut pas dire des grandes théories scientifiques, hein, ça peut juste être une façon de penser féministe. Ça peut nous aider à comprendre comment la domination masculine se manifeste dans des espaces et des contextes différents, notamment comment même dans les mouvements anticoloniaux, on peut trouver du sexisme, ou alors comment le sexisme change et mute avec le colonialisme, et aussi vice-versa, comment on peut des fois trouver de l'impérialisme et du racisme dans certaines mouvances féministes, et le féminisme lui-même, parce que c'est plutôt, en fait, on parle plus de déféminisme, il y a plein de féminismes différents, ça nous aide à faire sens de ça. Et pour donner un exemple de pays, par exemple, on sait qu'il y a du sexisme dans le mouvement indépendantiste, on le sait notamment grâce à Suzanne Ouney, des Ouïghorodé et puis d'autres militantes, mais le sexisme, il se retrouve dans tous les partis politiques, dans tous les mouvements politiques, que ce soit au pays ou dans le monde. C'est sûr qu'on l'attend juste moins dans les mouvements plus progressistes, du coup. Et ça amène à se poser la question, quel est l'intérêt de la libération nationale si l'exploitation et l'oppression sexiste continuent? Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut et sur lequel on peut travailler dès maintenant et simultanément. Donc, ce n'est pas de dire c'est quelque chose, c'est pas une priorité maintenant, on va faire ça après. Parce que quand on n'a pas une grille de lecture féministe et une pratique féministe, on est voué à reproduire le sexisme et l'exploitation sexiste, même de manière inconsciente dans ces pratiques, parce que c'est comme l'air qu'on respire, en fait, le sexisme. C'est tellement normal pour nous. Donc, voilà, pour moi, les deux liens, ça va ensemble, comme elle disait, Steph. Vous le disiez, il y a plusieurs féminismes. Vous vous inscrivez en particulier dans un type de féminisme? Je vais commencer parce que je pense qu'Anaïs
après derrière va avoir encore d'autres références. Mais moi, je voulais juste commencer par un exemple qui m'avait assez marqué pendant mes études à l'INALCO à Paris, où Mmh. j'ai étudié le coréen. Et en fait, un des exemples qu'on a eu en cours, c'était qu'il y a eu un mouvement d'émancipation des femmes au XXe siècle en Corée, qui a correspondu en fait aussi à certains mouvements en France. Donc, du coup, en France, en fait, les femmes se battaient pour sortir de leur foyer et aller travailler. Et en Corée, eh bien, l'émancipation, elle passait plutôt par justement rester au foyer dans les familles nucléaires. Parce qu'en fait, avant en Corée, bah, voilà, c'est pareil, c'est une société communautaire. Donc, la femme va dans la famille du garçon et vit avec sa belle famille, etc. C'est un exemple hyper simplifié, hein, qui ne reflète absolument pas la complexité des situations. Je trouve l'exemple intéressant parce que c'est comme l'a dit Anaïs, c'est-à-dire qu'il y a une foultitude de façons de s'émanciper pour les femmes et que ça passe pas par le même chemin et on doit les respecter de toute façon. Je pense qu'il y a une différence entre une féministe en tribu et des pratiques féministes, comme Anaïs le disait, entre une féministe en tribu, en village ou encore à Nouméa. Je pense que mon rôle, en tout cas notre rôle à la pause décoloniale, c'est vraiment de les mettre en avant et d'expliquer où ils diffèrent, où ils se rejoignent. Moi, dans mon esprit, vraiment, le but du féminisme, c'est de donner le choix aux femmes de vivre la vie qu'elles ont choisie sans subir les pressions d'une société qui les désapprouve. Et ça passe par justement découvrir dans quel système on vit. C'est vraiment les mettre en lumière. Comme le disait Anaïs, on baigne dedans et parfois il y a des choses qui semblent normales et qui ne le sont pas. Et donc, c'est ça qu'on doit révéler, en fait, au fur et à mesure. Mmh. Alors, je tiens à dire aussi que les femmes transgenres sont des femmes, voilà. Et vous, Anaïs, donc vous avez un type de féminisme en particulier ou? Alors déjà, moi, je me dis pas forcément féministe. Mmh. J'ai vu dans des espaces féministes, je suis formée aux études féministes et je participe à des réflexions et des actions féministes. Et je pense que c'est les actions qui sont importantes, pas forcément l'étiquette qu'on met dessus. Après, si quelqu'un va me présenter comme féministe, je vais pas dire ouh là, je suis pas féministe. Mais juste pour revenir sur, je pense, un point de Stéphanie sur lequel je suis d'accord aussi, c'est que voilà, il y a plein de gens qui se disent pas féministes parce que c'est un choix politique. Par exemple, dans le Pacifique, l'étiquette féministe, c'est pas forcément quelque chose qui est très accepté parce que ça dépend des contextes, mais souvent oui, c'est perçu comme quelque chose d'occidental. Et moi, C'est je le ça, vois. oui. Mmh. Voilà, moi, quand je le vois quand j'enseigne, même j'enseigne en Finlande, hein, le féminisme, quand j'ai des étudiantes qui viennent des Suds ou qui viennent même d'Europe de l'Est, par exemple, quand je leur demande de réfléchir au féminisme dans leur pays, ça m'arrive souvent qu'on me dise qu'il n'y a pas de féminisme d'où elles viennent. Et je me reconnais dans ça parce que moi, pareil, quand j'étais étudiante en master, quand on m'avait posé la question, j'étais complètement ignorante et j'avais dit qu'il n'y avait pas de féminisme d'où je venais. Alors qu'on a quand même des grandes figures féministes au pays. Et ce qui est important dans ça, en fait, enfin, moi, je leur dis aux étudiantes que les militantes, elles n'ont pas besoin de revendiquer le terme et l'identité féministe. L'important, c'est les actions qu'elles font. Et partout où il y a du sexisme, il y a de la résistance. Ce ne sera peut-être pas de la résistance sous des formes de manifestations ou de boycott ou des choses comme ça qui sont très dans l'espace public. Ça peut être de la résistance comme ce que Steph, elle explique, dans l'espace privé. Mais c'est de la résistance quand même et c'est Mmh. politique quand même si la personne, elle ne le comprend pas comme tel. Donc, et même si Ouais. ça peut être des fois inconscient. Donc, quand on est dominé, même des fois de manière inconsciente, on résiste. Donc, pour moi, ça fait aussi partie du féminisme. C'est pas de pousser une étiquette ou un concept sur des personnes qui ne veulent pas utiliser ce concept, mais voilà, de dire que c'est les actions qui sont plus importantes. Maintenant que tout ça est dit, même si moi, je ne vais pas volontairement me dire féministe, moi, j'ai plus tendance à lire, écouter et être nourrie intellectuellement et dans ma pratique par les féminismes décoloniaux, antiracistes, les féminismes des Suds, autochtones et les féminismes noirs. Voilà. Mmh. Donc on va revenir, mesdames, sur, les 9 éditions qui ont déjà été diffusées. Donc on a eu 8 éditions thématiques et une édition, spéciale débrief. Donc est-ce qu'il y a des points que vous aimeriez préciser par rapport à ces éditions ou une édition en particulier, un coup de cœur ou des réflexions que vous avez eues suite à une ou ces éditions en général? Alors, les coups de cœur, ça va être compliqué parce que c'est un coup de cœur à chaque fois, en fait, pour les émissions. Ça a été les deux émissions sur le patriarcat avec Mmh. Sarah et Laurie, et parce que leur témoignage était vraiment beau, quoi.
Enfin, c'était voilà, on était vraiment au cœur là de ce qu'on est en train de faire et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Une rencontre aussi, enfin 2 rencontres en fait, celle de avec Christine Salomon et celle avec Mmh. Yvette Danguigny. On est allé les faire, avec, vous Rosy, face à face, avec, ces 2 femmes absolument, incroyables et du coup, ça a été vraiment des belles rencontres, quoi. Quand on sort de là, on ressort vraiment grandi pour le coup. C'est des rencontres qui sont, qui vous change clairement, clairement. Et c'est vrai que, par exemple, Yvette Danguigny qu'on a entendue il y a 2 semaines du coup, incroyable. Enfin voilà, c'est une femme avec une vision. Elle voit loin quoi et du coup, c'est hyper inspirant pour le coup, c'est Et vous, Anaïs? Ben, moi, j'aurais du mal aussi à choisir, un coup de cœur en particulier. Parce que pour moi, vraiment à chaque fois que moi je suis en Finlande, donc j'écoute la partie, YouTube, donc c'est le vendredi en général ou le week-end quand je prends le temps d'écouter. Mais à chaque fois, je me dis: «Mais le privilège, qu'on a d'être à un moment de l'histoire, en fait, où on peut avoir une émission comme ça et on peut avoir ces conversations-là». Donc et ce que j'aime bien, en fait, dans l'émission, par rapport à, bah, toutes les personnes qui ont été interviewées et les différents thèmes qu'on a eus jusque-là, c'est qu'on a vraiment des voix diverses quand même. On a des femmes dans la politique, on a des femmes qui sont dans les associations, on a des militantes qui se disent féministes et des militantes qui ne se disent pas féministes. On a des chercheuses, on a des femmes qui ne viennent pas forcément pour parler d'un travail politique ou associatif, mais qui ont des opinions parce que ce sont des femmes dans la société d'aujourd'hui qui ont des opinions éclairées et qui nous les partagent. Et on voit on voit que c'est constructif et que ça nous amène à nous poser des questions. Et puis, on voit aussi, on l'a vu notamment dans l'émission que Stéphanie, vous citez sur le patriarcat, que c'est pas une vision unidimensionnelle de la Mmh. décolonisation du féminisme. Il y a plein d'opinions et d'approches différentes que les femmes peuvent avoir, en fait. Donc, encore une fois, le féminisme, c'est avec un S. Décolonisation aussi, peut-être, c'est avec un S. C'est pluriel. Donc ça, je trouve que c'est super. Aussi, coup de cœur parce qu'on se sent moins seul, parce que je pense que c'est des Mmh. sujets grave. comme qui sont pas dans l'espace médiatique, disons dominant, mainstream, à chaque fois, ça nous nourrit en fait. Ça nous nourrit Mmh. émotionnellement et intellectuellement de se dire d'autres personnes pensent à ça et ont un avis sur la question et n'ont pas peur de partager leur avis et leurs réflexions. Donc ça, je trouve que c'est beau. Et moi, aussi qui m'avait vraiment marqué, un des entretiens que vous avez fait qui m'a marqué, c'est, celui avec, Présence Kanak, parce que j'ai trouvé, très intéressant, ben, leur explication, les objectifs, par rapport à Présence Kanak, c'est d'être un média, par les Kanaks et pour les Kanaks. Donc de se dire: «Voilà, maintenant il est temps qu'on se représente nous-mêmes» et ça, j'ai trouvé que c'était très fort. Donc voilà, j'avais pas cherché plus que ça en fait. Je connaissais l'existence du média, mais je m'étais pas renseignée plus que ça sur la logique et les raisons derrière l'existence du média. Donc ça j'avais trouvé ça, super et j'ai beaucoup appris en l'écoutant. Voilà. Donc pour vous, est-ce que notre émission, elle a toute sa place pour alimenter, bah, les réflexions sur le pays de demain, par exemple? Ah complètement. L'émission, elle a toute sa place pour ouvrir la réflexion justement sur des questions qui, comme le disait Anaïs, ne sont pas abordées, de la façon dont on le fait nous. La force de notre émission, c'est qu'en fait, eh ben, elle rassemble justement toutes ces voix en un seul et même endroit. On a tout à gagner à les écouter elles, parler d'elles, de ce qu'elles font, de notre société, de notre pays, du monde dans lequel on évolue en fait, tout simplement. Toutes les émissions qu'on a fait là, c'est des mines d'or en fait pour ceux qui ont envie de faire avancer le pays. Je pense que c'est pour ça qu'on le fait aussi, c'est parce qu'on sait très bien que, bah, ça commence aussi par là, d'aller justement chercher, ces pépites-là qui feront, le trésor de demain, quoi. Bah, tout à fait, moi je suis d'accord avec Steph. Déjà, quand on regarde les émissions qu'on a déjà passées là, on regarde, juste la diversité des thématiques. On a assez pour alimenter des discussions, des réflexions et des pratiques sur la place des femmes et surtout des femmes kanaks en politique. On a, des réflexions sur, les médias, sur le paysage médiatique au pays et sur aussi la place
des femmes Kanaks et des Kanaks de manière plus générale dans les médias, dans la façon de se représenter soi-même. On a des conversations sur la culture de manière générale, la culture kanak notamment, sur la place dans la coutume aussi, et sur le militantisme. Quand on avait fait avec Florenda Nirikani, c'était sur le travail que les militantes ont fait, je crois, sur les listes. Les listes électorales, oui. Oui, voilà. Et puis aussi sur la conférence Women Decolonizing Melanesia. Et donc, pareil, ça nous fait aussi réfléchir sur le travail militant des femmes, c'est le travail qu'elles portent, et aussi sur, à l'international, la présence de militants à l'international, et quand ces militants sont aussi des femmes. Donc, je pense on a déjà quand même matière à alimenter les réflexions sur le pays de demain. Et je pense que nous, à travers cette émission-là, après, on n'en a pas parlé, hein, c'est ma lecture à moi de l'émission. On essaie d'illustrer aussi, nous, notre place à nous, qu'on envisage dans notre pays de demain. Et Ça. notre place, c'est une place où on est agent, c'est-à-dire qu'on fait des choix, on contribue à cette émission. On a une ligne de conduite aussi, ça, je pense que c'est important, parce qu'on est aussi un média et on est petit pour l'instant, mais on a une ligne de conduite qui est assez importante parce qu'on est transparent. Rien que le fait que là, on fasse des débriefs, qu'il y ait eu un débrief avec toi aussi, où tu rappelais la ligne éditoriale. Donc, il y a une certaine transparence. On reste beaucoup à l'écoute des auditrices et des auditeurs. Et donc ça, je pense que c'est important. Et c'est quelque chose que moi, je voudrais voir aussi dans les médias, même dominants de demain. Donc oui, je pense qu'il y a plein d'éléments qui me permettent de dire que ces éditions et que notre façon de penser ces éditions, et elle est collaborative, encore une fois, elles peuvent alimenter les réflexions sur le pays de demain. Les prochaines éditions, on va s'ouvrir un peu à l'international. On a une édition qui sera consacrée au cyberactivisme. Donc ça, c'est vous, Stéphanie, qui avez interviewé une militante en Équateur. On aura Tout à fait, ouais. également une interview sur le féminisme hawaïen. On prévoit d'interroger une militante afroféministe et on aimerait aussi faire une émission sur le féminisme haïtien. Donc, c'est une façon pour nous de nous ouvrir et de faire notre réseau et d'alimenter notre réflexion aussi avec d'autres courants de pensée, d'autres réflexions justement en dehors du pays, en dehors de la région. Alors, ma question, c'est comment voyez-vous toutes les deux l'évolution de la pause décoloniale? Est-ce que vous la voyez toujours comme une émission radio ou vous voyez également autre chose qui pourrait en découler en fait? C'est vrai que l'émission, elle est... Je pense que tout est voué à l'évolution et l'émission n'y fait pas exception. Je pense qu'avant de la faire évoluer, il faut déjà juste bien l'installer. On est déjà à 10 émissions, mais on n'est que à 10 émissions aussi. Et je pense que l'évolution, elle va se faire, elle va se travailler à chaque émission au final. Je vais parler en termes de moyens et de techniques. Je pense que pour l'instant, on est en radio avec Jido, qu'on remercie d'ailleurs, en radio pendant 30 minutes, parfois un peu plus, et sur le net avec YouTube et SoundCloud. Moi, personnellement, je suis en recherche de d'autres canaux pour diffuser le podcast sur d'autres sites d'hébergement, notamment d'autres plateformes. Donc, ça, c'est l'évolution des moyens, on va dire ça comme ça. L'évolution du format, pour l'instant, on est une radio, enfin une émission radio, mais on a aussi d'autres projets. Alors, on n'en parle pas forcément, mais on essaye, enfin, Anaïs en parlera mieux que moi, mais on essaye justement de pouvoir diffuser. On parle beaucoup, il y a beaucoup de références littéraires avec justement les chroniques d'Anaïs et tout. Et donc, d'essayer justement de rendre accessibles ces références littéraires-là. C'est un projet et c'est ce qu'on essaye de faire en off. C'est pas caché, mais effectivement, justement, cette émission est l'occasion d'en dire un petit peu plus. Mais D'accord. Anaïs en parlera beaucoup mieux que moi. Et vous, Anaïs, sur l'évolution de la pause décoloniale? Alors déjà, vous en avez parlé, Rosie. Pour l'instant, on s'était concentré sur les intervenantes, elles étaient locales.
Et donc là, on va commencer à ouvrir. Donc déjà, je trouve que c'est intéressant. On va essayer d'avoir un équilibre entre des thématiques un peu plus internationales et locales. Internationales, ça ne veut pas dire que ça ne nous regarde pas, donc c'est important aussi. On avait fait pour donc mai, c'était le marathon du livre océanien. C'est quelque chose qui se passe à Turtle Island, mais Mhm, on avait fait un post avec le compte Instagram book.kanaki, sur mhm, des livres d'auteurs océaniennes qu'on pouvait lire pendant le marathon du livre océanien. Par rapport à la chronique, moi, j'aimerais bien, vu que pour l'instant, je présente que des livres qui ne sont pas locaux, j'aimerais bien par la suite pouvoir discuter de livres océaniens, et c'est souvent des romans, qui abordent les questions du sexisme, les questions des violences envers les femmes et les enfants, les questions de colonialisme, mais d'un point de vue féministe. Encore une fois, même si les auteurs ne se disent pas forcément féministes, euh, mhm. en discussion avec des personnes que ça intéresse aussi, comme par exemple Book Kanaki, qui présente déjà ce type de littérature-là sur Instagram. Après, voilà, comme Stéphanie disait, on a beaucoup de conversations qui rentrent peut-être pas forcément sur un format radio. Et même nous, nos entretiens, les entretiens qu'on fait, que vous, Rosie et Stéphanie, vous faites, c'est difficile de les faire rentrer dans 30 minutes avec 10 minutes de chronique. Donc peut-être l'évolution de la pause décoloniale, peut-être plus long. Voilà, avoir des discussions podcast sur YouTube. Et c'est surtout vous, Rosie, qui parliez aussi d'avoir une sorte de colloque ou de séminaire physique, du coup, ou en hybride, comme on dit, physique et en ligne. Et ça Mhm. serait, je pense, très intéressant parce que ça nous permettrait de réinviter certaines personnes qui ont été invitées, d'inviter de nouvelles personnes, Exactement. Mhm. et pourquoi pas des personnes du pays, mais aussi on ne limite pas notre imagination, d'autres personnes d'Océanie, voilà, pour parler de ces questions-là ensemble, en fait, pour réfléchir ensemble. Donc, ça pourrait être intéressant aussi. En Ça gros, pourrait- on a c'est- plein, c'est- plein, plein de projets, quoi. Oui, en gros, on a plein de projets, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'on en parle assez souvent, c'est frustrant parce qu'on a 30 minutes d'antenne et on s'est rendu compte que finalement les sujets étaient variés et qu'on avait beaucoup de choses à dire. Donc voilà, déjà, comme dit Stéphanie, bien installer l'émission, bien la poser et la diffuser telle qu'elle, dans son format radio. Et puis là, on travaille vraiment à déjà se fournir les références littéraires que Anaïs présente dans sa chronique. Et pour plus tard, donc peut-être l'année prochaine, ne sait-on jamais, si on s'y prend bien, avoir un événement en physique. Donc voilà. Au moins, les auditrices, les auditeurs en savent un peu plus sur les prochaines, notre programmation prochaine. On arrive au terme de cette interview. Mesdames, est-ce que vous avez un message à faire passer à nos auditrices et nos auditeurs avant de se quitter? Alors, avant de se quitter, voilà, merci vraiment beaucoup à nos auditeurs donc sur Jido, également à nos auditeurs qui écoutent les podcasts sur YouTube. Merci vraiment à eux de répondre présent. Et c'est grâce à eux qu'on a envie aussi de faire évoluer, de continuer la pause décoloniale. Juste pour préciser aussi à nos auditeurs que s'ils prennent l'émission en cours là et qu'ils ont raté la première partie, ils pourront la retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est la pause décoloniale KNC. Et on a absolument toutes nos émissions. On a aussi isolé les rubriques littéraires de Anaïs. Voilà, si vous prenez l'émission en cours là actuellement, sachez que vous pouvez toutes les retrouver sur notre chaîne YouTube, sur notre SoundCloud aussi, qui s'appelle La Pause décoloniale KNC, pareil. Et sur le site Et Présence voilà. Canac. Et sur le site Présence Canac, oui, merci, c'est vrai. Et voilà, et vraiment, merci d'être là. Merci de vos retours parce que ça veut dire beaucoup, en fait. Vraiment, c'est toujours agréable de savoir qu'on est entendu. Donc, voilà, ce sera mon message à nos auditrices et nos auditeurs. Merci beaucoup. Oui, pareil, remercier les auditrices et les auditeurs, et puis aussi encourager à nous partager vos retours, votre feedback,
nous envoyer des messages, soit par email ou par message privé sur Facebook et nous partager aussi des idées de thèmes, hein, si vous en avez, parce que voilà, c'est une émission qui quand même, qui est collective, qui est pour nous et donc c'est important qu'on puisse aussi refléter, ce qui intéresse, les auditrices et les auditeurs. Donc voilà. Mais merci encore. Pour rebondir sur ce qu'Anaïs vient de dire, oui, vous pouvez nous envoyer des MP, par exemple, via la page Facebook, pour nous donner des thèmes ou des réflexions que vous vous êtes fait, pour nous aiguiller peut-être dans une émission que vous aimeriez entendre, en fait. En gros, n'hésitez pas à nous en faire part, en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à venir en MP pour nous faire part de vos réflexions, tout simplement. Donc voilà. Oui, de vos idées et aussi, je rajouterais, si vous voulez aussi faire partie de l'équipe de la pause décoloniale, ça c'est tout à fait Grave. possible. C'était, vraiment la dynamique de départ, c'est que chacun puisse s'approprier aussi cette émission et s'il a des choses à proposer, des chroniques, des thèmes ou quelqu'un a envie de mettre ses compétences au service de la pause décoloniale, eh bien, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Eh bien, merci à vous, merci à Stéphanie Coulon et Anaïs Douong-Pédica